Tout de suite, émission. Nouvelle semaine, nouvelle émission d'analyse et débat sur Nuta Radio et Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Info Scanner. Et pour ce week-end, nous allons parler de deux sujets majeurs qui concernent la République démocratique du Congo. Dans un premier temps, c'est d'abord le report de la marche prévue, ou qui était prévue pour le 8 juillet par l'opposition. Cette activité a été reportée. Pourquoi? Seulement après cette invitation reçue, bien sûr, d'un pays voisin pour reporter cette activité. On va en parler avec nos invités sur ce plateau. Le deuxième sujet, ce sera l'affaire de la baleine qui a échoué, bien sûr, sur la plage à Moanda. Quelles sont les précautions à prendre? Pourquoi il y a eu, bien sûr, cet échec de remettre l'animal dans son milieu naturel? Un défi à relever dans le secteur de l'environnement. C'était important de dépêcher le ministre des Transports? On va en parler, bien sûr, dans cette émission. Le temps pour moi de vous présenter les invités. Ils sont trois. On commence avec vous, Jonas Mbouya. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, monsieur Ben. Merci pour l'invitation. C'est la première fois que nous vous recevons dans Info Scanner. Sentez-vous à l'aise? Oui, c'est la première fois. Je suis très heureux d'être là, vraiment. Voilà, le deuxième invité, il est habitué. Il s'agit de Eri Kalumuna. Je pense que j'ai bien prononcé le nom. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Ben. Bonsoir à tous nos compatriotes qui nous suivent. Bonsoir à mes co-débatteurs. Vous êtes, je rappelle, mukwegiste, un néologisme carrément, pour dire que vous défendez l'idéologie de l'ancien prix Nobel de la paix. Non, il est toujours. Il est toujours. Omer, prix Nobel. C'est pas un titre ou un poste temporaire, c'est pas un mandat temporaire comme celui du président de la République. Je voulais dire présidence de la République. Je suis effectivement mukwegiste, c'est-à-dire que je suis par conviction mukwegiste, parce que ce qui fait des Mukwege ce qu'il est aujourd'hui, ce sont ses valeurs, les valeurs qu'il incarne, et nous pensons qu'il est très important que le peuple congolais s'en approprie pour bâtir une société nouvelle. La voix qui sera neutre sur ce plateau, Gloire Kawaya. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Ben. Vous allez bien, nous espérons. Exactement. D'ailleurs, je vous remercie pour l'invitation faite à ma personne. Je crois qu'ici, sur ces plateaux, nous allons ensoleiller les réflexions, mais aussi nous allons apporter notre piste de solution par rapport aux problèmes de la population. Et donc, je vous remercie. Certaines langues parlent ou disent que l'opposition est en perte de vitesse parce qu'il y a eu ce report de l'activité ou la marche qui était prévue pour le 8 a été reportée pour le 22 juillet. Quelles sont les raisons? Je vous propose bien sûr de les suivre dans cette déclaration qui a été faite par les leaders ou les ténors de l'opposition. La coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel informe l'opinion nationale et internationale qu'elle a reçu l'invitation de son Excellence le Président de la République du Burundi, président en exercice de l'Union africaine, en vue d'une consultation consacrée à la situation politique, sécuritaire et institutionnelle de la République démocratique du Congo. Dans un esprit de responsabilité, la C64 a décidé de répondre favorablement à cette initiative, convaincu que toute voie sérieuse susceptible de favoriser la préservation de l'ordre constitutionnel mérite d'être explorée. La C64 entend préserver avec clarté et fermeté les préoccupations du peuple congolais ainsi que les dangers qui pèsent aujourd'hui sur notre démocratie et la stabilité de la République démocratique du Congo. Par conséquent, la C64 a décidé de maintenir la manifestation pacifique devant le Palais de la Nation en fixant une nouvelle date au mercredi 22 juillet 2026. Les organisations membres de la C64 dans les provinces
ainsi que dans la diaspora, sont invités à organiser à la même date, le mercredi 22 juillet 2026, les marches pacifiques en solidarité avec cette mobilisation nationale dans le respect des lois en vigueur dans leurs juridictions respectives. La C64 invite les Congolaises et les Congolais à demeurer mobilisés, vigilants et unis dans cette lutte pour la préservation de la Constitution. Plus que jamais, la défense de la Constitution demeure une responsabilité collective. Notre engagement reste entier, notre détermination intacte et notre confiance dans la force du peuple congolais inébranlable. Je vous remercie. Évariste Ndayishimiye qui invite l'opposition, mais l'opposition se désarme ou désamorce carrément les armes qui étaient prévues pour le 8 juillet. Éric Almona, comment vous expliquez ça? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que quand nous sommes en train de combattre pour la survie de notre pays, nous devons aussi manifester l'esprit de collaboration, l'esprit d'écoute. L'opposition congolaise se bat avec ou aux côtés du peuple congolais pour le respect de la Constitution et la stabilité de ces institutions. Donc, nous avons vu débarquer à Kinshasa le président du Burundi et qui est en même temps président de l'Union africaine. Il s'est entretenu avec le président de la République, Félix Tshisekedi, et après, il a ému les vœux de rencontrer aussi l'opposition. Je pense qu'il ne faut pas assimiler ou confondre faire l'opposition avec un sentiment de non-écoute, d'orgueil ou de barbarie. C'est seulement un barbare qui ne peut pas écouter quand on lui demande de lui parler. En Swahili, je sais qu'il nous arrive de dire que quand on vous appelle, il faut écouter. Après avoir écouté, vous pouvez évaluer le message. Et là, tu peux juger de la volonté ou de la non-volonté. Ichika wito ou katale neno. Ça se dit comme ça. Et donc, dans le combat que nous avons aussi l'obligation de privilégier la paix au détriment de la confrontation. Nous ne voyons pas en quoi c'est très mauvais ou interdit à l'opposition de rencontrer le président de l'Union africaine pour lui faire part de nos réclamations. C'est au sortir de cette réunion que l'opposition va avoir avec le président de l'Union africaine que l'opposition elle-même va juger sur la nécessité ou pas de continuer. Pourquoi je le dis? Si par exemple le président de l'Union africaine rassure à l'opposition qu'il a eu un consensus avec Félix Tshisekedi sur le respect de la Constitution, je pense qu'une partie de notre ou des revendications du peuple aura trouvé réponse. Comme il a parlé à notre challenger, à notre adversaire politique, je pense qu'il est aussi de droit naturel qu'il puisse aussi nous écouter et que nous puissions aussi l'écouter et après on peut évaluer ensemble. Je sais certainement que beaucoup qui savent, nous savons beaucoup que le président Ndayishimiye ou le Burundi est un allié dans la sous-région, un allié de Félix Tshisekedi, un allié du régime Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons déjà, par précipitation, par préjugé, dire non, Nirafikiake, c'est son ami, qu'est-ce que nous allons entendre de lui? Non, ça c'est de la supputation inutile. Je pense qu'il est très très important de préserver la paix, de préserver les dialogues, de préserver l'entente au détriment de la confrontation. C'est seulement ça qui a motivé les leaders de l'opposition d'aller vers Ndayishimiye, écouter le message qu'il a pour le peuple congolais, le message qu'il a pour nous, et après nous allons évaluer. Il faut aussi savoir que la loi électorale n'est pas encore promulguée
Et La donc, loi... la loi, le projet de loi sur... le référendum, Le référendum n'est pas encore promulgué. Donc l'opposition n'est pas en retard. Ce que fait le peuple, c'est surveiller. Nous sommes en train de surveiller, en tout cas très totalement, les activités de l'opposition dans tout ce qu'elle est en train de faire pour qu'elle ne puisse pas nous trahir. Donc, nous avons les yeux fixés sur eux pour savoir ce qu'ils vont parler avec Ndayishimiye, parce que nos revendications comme peuple n'ont pas encore changé. Nous refusons tout changement de la Constitution, nous refusons toute possibilité pour M. Félix Tshisekedi d'avoir ou de se faire un troisième mandat. Si cela est fait, alors l'opposition, le peuple congolais aura réussi. C'est pourquoi nous pensons qu'il est aussi important, dans un esprit de dialogue, un esprit d'écoute, que les leaders de l'opposition puissent aller rencontrer Ndayishimiye pour le bonheur et la paix du peuple. Il y en a qui pensent que vous avez profité de cette invitation pour repousser l'activité, parce que du côté de l'opposition, vous n'étiez pas prêt pour l'activité annoncée. Parce que peuple est prêt. Le peuple congolais est prêt. Vous parlez du peuple ou bien de l'opposition? Parce que non, ceux qui viennent à la marche, ce n'est pas l'opposition, c'est le peuple. L'opposition donne l'ego, l'opposition donne l'initiative, l'opposition programme une marche. Parce que si nous devons y aller de coq à l'âne, c'est une faiblesse. Si aujourd'hui, une fraction du peuple, 50, 100 000 personnes, décident de descendre dans la rue, et qu'il y a encore d'autres 50 ou 25, je pense qu'il est mieux qu'on puisse coordonner l'action, qu'on se fixe une date, qu'on se fixe l'itinéraire, qu'on se fixe le point de chute. Et c'est ça le rôle que joue simplement l'opposition dans cette affaire. Mais sinon, c'est le peuple. Et donc, le peuple n'est pas désorganisé, le peuple n'est pas essoufflé, le peuple n'est pas fatigué. Vous avez vu lors du sit-in, vous avez vu lors de la journée ville morte, le peuple a répondu positivement. Je pense que le peuple, le pouvoir, le régime Félix Tshisekedi a déjà été averti. Et si la marche ne serait pas reportée, vous alliez voir que le 8, nous étions prêts à descendre dans les rues. Mais seulement, vous savez qu'on a reporté du 8 au 22, le même mois. Donc, on n'a pas fui, nous sommes là et les 22, nous serons massivement dans les rues congolaises pour dire à M. Félix Tshisekedi de préparer ses clics et ses claques. Et si cette loi est promulguée avant le 22, la loi... est-ce que la marche aura encore son sens ou son opportunité? La loi ne sera pas promulguée avant le 22 juillet. Pourquoi? Parce que Ndayishimiye, avant d'inviter l'opposition, il s'est d'abord entretenu avec le régime en place, c'est-à-dire avec le président de la République qui promulgue la loi. Certainement qu'on lui a aussi dit des choses. Alors pourquoi les gens ne disent pas non? Pourquoi il a rencontré Félix Tshisekedi? Je veux bien. Dans la stratégie de Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui fait du talk and fight. Vous l'avez vu avec, par exemple, avec l'AFC M23, comment, quand on est, par exemple, allé à Doha, dans le processus de négociation et de Washington, voilà, ils ont eu leur sort. Mais je ne pense pas qu'il va rouler l'opposition. C'est pourquoi j'ai dit, je l'ai déjà dit, que le peuple congolais, nous avons les yeux fixés, braqués grandement sur l'opposition. Si il manifeste des signes de nous trahir, je vous dis que le peuple congolais va où nous allons nous prendre en charge, même sans ces leaders-là. Parce que ce n'est pas eux, ce ne sont pas leurs enfants qui descendent dans les rues, mais c'est le peuple congolais. Et donc, personne ne va rouler ou distraire le peuple congolais. Ce ne sont pas leurs enfants qui descendent dans les rues. Ils protègent leurs enfants et vous envoient, vous, carrément, aller manifester. Et quand vous aurez des problèmes, ils vont vous abandonner carrément. Bon, oui, je sais qu'il y a cette inadéquation, mais il faut savoir aussi que c'est pour nous que nous nous battons ou qu'ils se battent. Vous savez que leurs enfants sont dans de bonnes conditions, là où ils sont, je prétends. Alors, ceux qui sont dans les tourments, c'est nous. C'est nous qui devons lutter pour notre liberté, pour notre affranchissement. Et donc, je ne vois pas un mal. C'est pourquoi moi, je vous dis que l'opposition ne leur appartient pas, mais que l'opposition appartient au peuple. Ce qui leur appartient, c'est peut-être leur corps.
Mais l'esprit de la marche, l'esprit de la lutte appartient au peuple congolais. Et donc, même sans eux, le peuple va dire non au changement de la Constitution et non à un probable ou à un éventuel troisième mandat de M. Félix Tshisekedi. Jonas Mbouya, quel est votre point de vue par rapport d'abord au report de la marche? Bon, moi je trouve que ce n'est pas une faiblesse comme la majorité le dit. Plutôt, c'est une force parce qu'ils ont voulu d'abord écouter ce que le président Ndayishimiye va proposer. Et c'est là, vu que nous sommes un pays en guerre, voilà pourquoi l'opposition a voulu qu'on passe par le dialogue, comme le président de l'Union africaine a voulu choisir et prendre la médiation. Et nous lui donnons confiance parce que nous traversons beaucoup de choses. Le marche qui a été prévu le 8, ça a été prévu pour dire au président de la République de démissionner et de dire non au changement de la Constitution. Le fait de demander qu'il démissionne, est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui? Pourquoi ne pas vous limiter, par exemple, à présenter votre doléance sur le refus du changement de la Constitution? Demander la démission dans ce contexte où le pays est agressé, est-ce que vous trouvez ça normal? Oui, nous demandons l'opposition demande la démission, oui, parce que le président a géré devant la Constitution de protéger le peuple congolais, de protéger l'intégrité territoriale. Et c'est ce qu'il fait. Mais non! Quand le M23 se décide aujourd'hui avec son morceau en train de diriger quelque part, ça veut dire qu'il ne contrôle pas toute l'étendue de la République. Voilà pourquoi nous disons ce que le président avait géré et avait promis de donner au peuple congolais, il n'a pas donné. Voilà pourquoi nous demandons la démission. Et sur l'effet de changement de la Constitution, on a dit non. On a marché. On a vu les forces du progrès dans des rues en train de tracasser et la police qui menaçait l'opposition en marchant. Voilà pourquoi on a préféré d'aller directement lui dire qu'il doit démissionner. Et pour le report de cette marche, moi j'espère et on espère trouver des solutions de la part du président Ndayishimiye, parce qu'on est capable de manifester, même si on quitte aujourd'hui. Je vois que les leaders sont en train déjà de quitter, comme Kabound vient de quitter. Si on quitte aujourd'hui et qu'on se rend compte que la semaine prochaine, le président veut changer la Constitution, on va rentrer obligatoirement. Nous ne sommes pas au Cameroun, M. Ben. Nous ne sommes pas au Cameroun, c'est au Congo quand même. Si on entend que le référendum va se passer dans quelques jours, on peut rentrer là-bas et venir encore. Et puisque la Constitution nous protège de marcher, de manifester, c'est notre droit de dire à M. Félix non au changement de la Constitution, non au troisième mandat, c'est notre droit. Mais quand on se rend compte que la majorité ne nous donne pas cette partie, cette privilège de manifester, de dire la vérité, on se sent en danger. Voilà pourquoi on a dit comme c'est une démarche qu'on défend la Constitution. Et on peut aussi donner. Est-ce qu'aujourd'hui, cette activité ou ces activités prévues par l'opposition sont opportunes? Nous sommes dans un contexte où il y a, par exemple, cette crise sanitaire avec la résurgence de la maladie à virus Ebola. Et c'est d'ailleurs parmi les raisons évoquées, notamment là-bas, où les autorités ont interdit toute manifestation pour préserver, pour éviter la contamination de la maladie à virus Ebola. Sur cet effet, puisqu'on n'a pas encore donné des résultats clés sur l'effet d'Ebola, c'est comme si c'est des soupçons. Quand on parle de Kolwezi, mais la RDC a 24 provinces. Ça veut dire l'Ebola, si l'Ebola est dans le pays, toutes les provinces doivent être incluses par ces affaires. Quand j'ai entendu le VP m'a dit ça, moi je dis... C'est pour empêcher les gens à manifester, puisqu'on vous voit seulement à un groupe de 10 personnes, vous parlez quelque chose, il y a les problèmes de la Constitution. Pour éviter que l'opposition aille de la force, puisque l'opposition est avec la population aujourd'hui. La majorité également est avec la population, parce qu'on voit quand même qu'il y a certains compatriotes qui soutiennent la démarche du changement de la Constitution, notamment, je peux me permettre de citer ici, il y a certaines confessions religieuses, il y a l'archevêque Jiba qui a aussi mobilisé ou qui continue à mobiliser des gens. Aujourd'hui même, au moment où nous sommes en train de parler avec vous, il y a une frange des catholiques
de la partie du Kasaï, bien sûr, qui soutient également le changement de la Constitution. Voilà pourquoi je dis, si l'IDPS les fait par des règlements des comptes, ça ne va pas marcher, M. B. Puisque quand les cardinals refusent le changement de la Constitution, il a même donné des étapes. Mais quand vous voyez Ejiba venir avec ses frères, ces gens, venir dire oui au changement de la Constitution, parce qu'il a un jeune comme moi dans ces pays. Mais c'est bien, un jeune comme moi, si quelqu'un ne mange pas l'argent derrière quelqu'un, il peut dire oui au changement de la Constitution. Avec ce que nous traversons dans ces pays. Un jeune conscient qu'il y a un danger? Qui voit l'avenir. Il y a un danger. Est-ce qu'il y a un danger aujourd'hui? Lequel? Si l'on changeait la Constitution, quels sont les dangers auxquels peut-être le pays... La balkanisation. Ça, c'est vous qui le dites. Est-ce que réellement... La balkanisation, est-ce que réellement on va arriver à balkaniser le pays si on change la Constitution? Je ne pense pas. Est-ce que tous ces pays qui ont changé leur Constitution sont parvenus à... ont fini par être balkanisés? Oui, pourquoi je dis la balkanisation? Puisque le président de la République ne dirige pas l'intégrité, la RDC. Donc, il dirige 22 provinces. Les 2 provinces qui est dirigées par le M23. S'il arrive aujourd'hui à changer la Constitution, est-ce que là-bas, il doit aussi utiliser la Constitution que M. le Président va changer? Question. Ça veut dire, si le Président de la République arrive à changer la Constitution aujourd'hui, l'Est peut rester avec l'ancienne Constitution. Ça veut dire, le Président Tshisekedi ne résout rien de ce côté-là. Là, on voit que là-bas, c'est un autre pays et de ce côté, c'est un autre pays. C'est un danger. C'est un danger. La Constitution, l'article 219 nous dit de ne pas réviser ni changer la Constitution pendant l'état de la guerre. Oui. Pendant l'état de la guerre. Oui, c'est la Constitution qui refuse. Et la Constitution aussi donne des... Est-ce que nous sommes pendant la guerre? Oui. Nous sommes pendant la guerre, M. Ben. Nous sommes pendant la guerre. Et ce n'est pas l'agression, c'est la guerre. Et sous état de siège. C'est la guerre, ce n'est pas l'agression. Si c'était l'agression, on devrait voir quelque chose changer dans quelques semaines. Là, c'est une année et demie que Nanga dirige l'Est de la République. Une partie de l'Est. Une partie de l'Est. Et à Kinshasa, on est à l'aise. Ouais. Ça devrait être une priorité. De s'inquiéter pourquoi l'ennemi dirige certaines parties. Un président de la République ne devrait même pas être à l'aise. Il ne devrait même pas l'honneur de porter la veste. On le voit. En fait, c'est pas l'habit qui va dire qu'on est en deuil ou en guerre ou pas. Aujourd'hui, on a vu le chef de l'État activer la diplomatie, pour ne pas dire comme l'Union sacrée, diplomatie agissante. On l'a vu au niveau, par exemple, de Washington, avec tous les accords signés en vue de ramener la paix dans le pays. Ce sont des efforts que vous, du côté de l'opposition, vous ne voyez pas. Ça n'a pas donné de fruits. C'est un échec total. On a envoyé de l'argent, on payait des avions en urgence pour Madame Thérèse pour aller faire quoi? Aller résoudre les problèmes. On a vu que c'était des distractions. On est parti, c'est Donald Trump, rien n'est venu. On est parti, c'est Adowa, rien. Ça veut dire... Pourquoi nous-mêmes, on a décidé de se prendre en charge, puisqu'on a constaté que le problème de diplomatie ne nous apporte rien de solution. Vous êtes sûr? Aujourd'hui, par exemple, le retrait des rebelles d'Ouvira, c'est parmi les succès de la diplomatie. Si ils sont en train de partir, même si... Moi, j'aimerais voir les rebelles aujourd'hui à Kigali. Si réellement la diplomatie a répondu à cela, on ne devrait pas voir Nanga à Goma, à Bukavu, partout. On devrait voir Nanga rentrer en exil. Là, on devrait dire la force de Donald Trump, la force de Doha. On a signé, voilà les fruits. Aujourd'hui, on continue. Les attaques encore continuent même aujourd'hui. C'est parce qu'à Kinshasa, on se retrouve, vous êtes dans un bureau climatisé, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. On vous envoie les rapports sur les téléphones, vous ne savez pas contrôler même la guerre. C'est déplorable, monsieur. Monsieur Ben, c'est déplorable puisque nous, on n'attendait pas de cela. Ce n'était pas le combat de Papa Étienne.
Quand Papa Etienne manifestait, on avait craint à lui, en lui disant que peut-être l'IDPS prend le pouvoir, il y aura les changements. Mais aujourd'hui, voyons. C'est le changement de la Constitution, d'ailleurs, que vous verrez. Tout partira de là. On change d'abord de la Constitution et après, le changement va venir au pays. Non. Monsieur Ben, vous... Ça, on ne va pas accepter ça. Vous semblez plaisanter ou comment? Le changement commence quelque part, quand même, non? Non. À 8 ans, vous n'avez pas voulu changer Il a ça. eu 10 ans. Non, et aujourd'hui, en fait, vous n'allez quand même pas dire devant tous ces téléspectateurs et auditeurs que dans 8 ans, le régime en place n'a rien fait. Non, soyons... Ça, vous n'allez pas quand même le dire. Moi, je l'ai dit. L'essentiel, c'est d'abord restaurer la paix et l'intégrité nationale. S'il ne l'a pas fait, c'est-à-dire il ne l'a pas fait. Vous pouvez vous rappeler que dans ses propres paroles, il nous a dit que si au bout de mon mandat, je n'arrive pas à terminer la guerre, lui-même il considérera qu'il a échoué. Et donc, par rapport à la guerre, mais au moins... ça ne sert à rien de vouloir positiver quelqu'un qui est noir, vous voulez lui faire porter un habit blanc. Monsieur Félix Tshisekedi a échoué sur toute la ligne et ce n'est pas la Constitution qui lui en empêche de faire mieux. Je peux vous rappeler que selon l'IDPS, quand l'IDPS était à l'opposition, ils étaient en train de dire que le président, la Constitution du 18 février, la Constitution en vigueur, c'était la meilleure Constitution et que cette Constitution accorder beaucoup de pouvoir à un président de la République. Selon l'IDPS, quelqu'un qui gère avec cette constitution pouvait transformer le monde, le Congo, en plus que même l'Allemagne. Mais ça nous étonne que 8 ans après qu'il soit au pouvoir, qu'il continue. Il a accusé Joseph Kabila avec l'FCC. Joseph s'est retiré. Il a accusé Moïse quand ils étaient encore à l'Union sacrée. Moïse s'est retiré. Bon, finalement, il a déjà changé de Premier ministre comme il en a voulu. Il nous a dit qu'il n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il s'est tapé une majorité à l'issue des machines à voter. Finalement, maintenant, là, il ne sait plus prétexter. Et finalement, il dit que c'est maintenant la Constitution. Et le peuple, parce que cette Constitution est venue du peuple, nous lui disons non. Moi, je ne voudrais pas que vous puissiez tomber ou que nous puissions tomber dans la stratégie cynique de l'UDPS qui est assise sur les mensonges et sur la manipulation. Vous entendez à gauche, opposition à PT, vous entendez à droite, opposition à Nzala, vous entendez des choses comme ça. Non, soyons pratiques. Nous avons été sur ces plateaux l'année passée. Quand on signait l'accord de Washington, c'était le 4 décembre l'année passée. Aujourd'hui, nous avons déjà dépassé les 4 juillet l'année suivante, c'est-à-dire 2026. 8 mois après. Mais qu'est-ce que l'on ne vous a pas dit? Qu'est-ce que ces communicateurs, qu'est-ce que le gouvernement ne nous ont pas rassuré que après l'accord, en tout cas. Mais force est de constater que les rebelles se sont seulement retirés d'une ville de l'Est, c'est quand même important de le dire, Ouvira. Mais est-ce que Ouvira, il a dit qu'il souhaite, oui, comme tout Congolais, nous souhaitons que ces gens puissent quitter complètement nos territoires. Et là, on peut parler autre chose. Mais aussi longtemps que Félix Tshisekedi n'a pas restauré l'intégrité nationale, aussi longtemps que nos compatriotes de l'Est ne vont pas participer à un un soi-disant ou un éventuel référendum, en tout cas, il n'en Aïta Fouanika. Ça, c'est Eric Alumona. On va écouter à présent Gloire Kawaya. Vous avez religieusement suivi les 2 premiers intervenants par rapport à tout ce qui concerne la loi sur le projet de loi sur le référendum et le report de la manifestation de l'opposition. Qu'en dites-vous? Merci, M. Ben. Moi, je pense naturellement qu'il faudrait quand même que nous puissions circonscrire le cadre, ou plutôt les régimes, parce que j'ai suivi, d'ailleurs, vous l'aviez mis aussi sur le plateau, en fait, les discours de membres de l'opposition. Ils ont été beaucoup plus rationnels parce qu'ils ont évoqué des raisons qui sont aussi nationalistes. C'est qu'aujourd'hui, nous faisons face à une crise qui est sécuritaire, qui est une crise qui est également politique. Ils ont ajouté aussi notre crise qui est institutionnelle et humanitaire. Et je crois dans cette perspective-là, tout humain normal devrait justement se plier et obtempérer justement pour la grande solution. Et la grande solution, je pense qu'ici, hormis les dialogues, mais c'est affronter le problème de manière aussi factuelle. Donc, pourquoi je parle du dialogue? Parce que j'estime ici que nous sommes tous Congolais et Africains et nous devons justement mettre nos idées sur table et apporter de solutions. En ce qui sévit sur notre sol, je crois que le président de la République n'est pas seul à diriger.
il y a un gouvernement, bien qu'il est dirigé également par lui. Mais il y a aussi la société civile, il y a également les citoyens, il y a également l'opposition. Ce sont des acteurs majeurs de la politique ou de la scène politique qui devraient prendre part à ces assises et apporter justement des solutions idoines. Ça, c'est la première alternative. Et la deuxième, comme j'ai parlé également de la crise, part ou la responsabilité du gouvernement avant que je touche la part. C'est que il ne faudrait pas maquiller la question sécuritaire. Aujourd'hui, pour apporter la paix à l'est de notre pays, il ne suffit pas seulement de dialoguer. Vous voyez, au fond, il faudrait que le gouvernement apporte des solutions technologiques à notre armée, qu'il puisse justement renforcer la capacité personnelle ou effective de notre armée, il puisse payer convenablement et valablement nos militaires, au fond. Il y a déjà des exploits sur ce point. Malheureusement, je crois que mes prédécesseurs ont eu à épingler ce côté dans le sens négatif. Et malheureusement, je crois que par démocratie, je dois les reconnaître, mais nous sommes républicains avant d'être partisans d'un parti politique. Et donc, nous devons quand même nous habiller d'un esprit républicain. En saluant notamment les bonnes actions, réalisées. Il ne faudrait pas avoir toujours l'habitude, M. Eri, M. Jonas, de noircir ce qui est blanc et de blanchir ce qui est noir. Ce qui est blanc, il reste blanc. Ce qui est noir, reste noir. Donc, dans cette perspective-là, nous allons mener un débat sobre et équilibré. Donc, j'ai parlé également de la question humanitaire. Nous suivons ce qui se passe avec l'épidémie d'Ebola. Vous voyez, il y a toujours cette résurgence. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une politique efficace et efficiente pour que cette épidémie ne puisse plus rebondir. Vous voyez. Et donc, ça fait partie aussi des grandes questions du gouvernement. Prenons les cas de la marche. Il s'était prévu le 8. Malheureusement, ça dépend du camp politique. Malheureusement ou heureusement, ça dépend. Mais c'est reporté pour le 22. Je crois que c'est tout à fait légitime. C'est que l'opposition n'est pas ou n'est plus barbarisée. Pourquoi je l'ai dit? Au fond, les revendications de l'opposition, c'est pour le bien-être de la population. Et ce qui m'étonne sur ce plateau, c'est que nous parlons tous du peuple. M. Eri parle du peuple, M. Jonas du peuple, moi également du peuple. Et on se pose la question, c'est qui, au fond, le peuple? Et même les journalistes aussi. Exactement, vous voyez, au fond. Donc moi, je pense qu'à ce moment-là, il faudrait alors circonscrire. C'est qui les peuples, au fond? Est-ce que c'est celui qui revendique radicalement ou c'est celui qui veut la paix? Parce qu'on ne peut pas revendiquer si on n'a pas la paix. De ce point de vue, je crois que c'était important pour l'opposition de reporter, vous voyez, pour écouter d'abord. Moi, je crois que d'ailleurs, même le président Ndayishimiye, je crois que là, il n'agit pas comme président du Burundi, mais plutôt comme président de l'Union africaine. Oui. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de considération parce que j'ai entendu malheureusement M. Eri dire que là, le président a des accointances avec le président Félix. Ça, c'est leur relation, on s'en fout, malheureusement. Moi, je crois qu'ici, il est question de parler du président Ndayishimiye comme président de l'Union africaine. On se déshabille directement des partis politiques. Et ce qui fait, moi je crois qu'ici, ce qui nous complique la vie dans notre pays, c'est là les casquettes politiques. Vous voyez au fond. Donc, je félicite au moins l'opposition parce que pour une première, elle n'a pas été barbarisée, comme je l'ai dit. Nous attendons voir les résultats. Merci beaucoup. Ça reste à discuter, non? Moi, je crois naturellement qu'il faudrait d'abord attendre les résultats. Les résultats après cette concertation avec le président, puis après, nous allons voir dans quelle mesure ça va donner, ça va apporter des solutions. Parce que le fait d'écouter le président Ndayishimiye ne veut pas dire que l'opposition est faible. Elle est faible, parce qu'il faudrait aussi que ceux de l'Union sacrée ne puissent pas, justement, profiter et alcooliser ces débats-là. Ouais. Parce qu'au fond, il reste encore sobre. Nous félicitons l'action de l'opposition, mais nous demandons aussi à ceux de la majorité de ne pas s'en prendre ou de ne pas jouer la carte. Et en entendant, nous sommes en tant que population, je l'ai dit aussi, nous observons minutieusement ce qui va se passer ensuite. Est-ce que le fait d'écouter le président de l'Union africaine, donc, on voit qu'il y a lui-même qui a rencontré le pouvoir en place et il rencontre également l'opposition. Est-ce une ouverture vers le dialogue tant réclamé, et surtout par l'opposition? Voilà, vous avez d'ailleurs posé une question à ceux de l'opposition de leur demander pourquoi vous voulez que le président démissionne pendant que ce n'est pas la fin de son mandat. Vous voyez au fond. Et l'opposition avait demandé le dialogue bien avant. Depuis belle lurette, l'opposition avait demandé le dialogue. Mais la grande question maintenant qui se tourne, c'est qu'il reste 2 ans de façon légale pour le président de la République. Mais l'opposition demande déjà la démission du président de la République. Ce qui serait un coup d'État. Ce qui s'invite exactement, ce qui s'invite maintenant à un dialogue. Vous voyez au fond. Mais les dialogues, ça va profiter à qui?
Est-ce c'est au peuple congolais ou soit c'est les repositionnements politiques des acteurs? Et qui pour diriger exactement ce dialogue-là? Ce dialogue, parce qu'apparemment, la CENCO et les CC ne partagent plus ne sont plus bien considérés par le pouvoir en place, alors qu'on sait que dans l'ancien temps, c'était là la leur factualité. Moi, je pense que c'est là la factualité. Mais si on doit parler aujourd'hui du dialogue, qui ira au gouvernement, mais ça va profiter à qui? Là, ce sont des grandes questions. La question autour du changement de la Constitution, mes prédécesseurs l'ont dit, c'est une question qu'il ne faudrait pas confisquer selon le parti politique. Si vous êtes de l'opposition, vous estimez que vous êtes contre le changement de la Constitution, apportez vos arguments. Rien ne sert de vociférer, moi je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait apporter des arguments concrets. Et c'est aussi la part de l'Union sacrée d'apporter aussi des arguments. Le président, dans son allocution, dans son discours, moi j'ai trouvé que c'était un discours qui n'était pas alcoolisé, il était sobre, il était républicain. Il n'y avait pas de couleur politique là-dedans. Cependant, vous nous donnez un plateau comme celui-ci, vous nous demandez aussi d'apporter des arguments concrets, pertinents. Lorsque je suis pour le changement, je dois apporter mes arguments. Au lieu de faire de la jugeote, moi je crois que ce ne serait pas à la hauteur de notre pays. Jonas Mbouya, vous, pour ce qui concerne le dialogue, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à vous mettre autour d'une même table avec l'Union sacrée sous, bien sûr, les auspices du président de l'Union africaine? Moi, j'avais dit oui avant. C'était une priorité pour moi. Puisque quand l'opposition avait sollicité, là, je l'avais dit dans une autre émission, je l'avais dit, c'est la meilleure des choses. Ça veut dire, on peut avoir des solutions ici dans notre pays. Sans toutefois aller chercher des gens ailleurs. Sans toutefois aller appeler quelqu'un. Non. Le mal est que le président, c'est lui. Il lui doit participer dans ce dialogue. Mais c'est lui qui choisit qui il doit dialoguer avec lui. Qui doit venir et qui ne doit pas venir. Cela ne se passe pas comme ça. C'est une bonne chose si on arrive à dialoguer à l'interne. Si on arrive à parler à l'interne avec le leader de l'opposition, avec la majorité, de trouver une solution pour notre pays. Puisqu'on ne peut pas... Ceux qui souffrent sont les Congolais. C'est nous les Congolais qui souffrent. Je suis affamé, le président ne dirige pas bien... Il y a les problèmes de routes, c'est nous les Congolais. Est-ce que si les routes sont aujourd'hui délabrées, c'est la faute au président quand même, monsieur Jonas? Nous savons qu'il y a des routes qui dépendent, qui sont sous la gestion de la province. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut tout remettre sur le dos? Il faut tout remettre sur le dos du chef de l'État. Si aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas inaugurer le pont sur l'avenue Biaï, ça fait plus de 2 ans, est-ce la faute au chef de l'État quand même? Prenons l'exemple, par exemple, monsieur. Les taxes que le gouvernement, les taxes qu'on paye à Dilolo, prenons à Dilolo, ça doit toujours revenir au gouvernement. Mais pourquoi ne pas refuser? Ça veut dire que quand il y a des revenus, vous acceptez. Maintenant, il y a des problèmes à résoudre et vous refusez. C'est le président qui doit résoudre tout cela avec son gouvernement. Il doit déléguer les gens. C'est lui-même qui connaît les gens qui travaillent avec lui. Je travaille avec l'autre, il est fort dans ses métiers. Je lui envoie, il doit résoudre les problèmes. Voilà pourquoi nous, l'opposition a demandé même quoi? La démission. C'est parce que c'est qu'on attendait. Je vais me permettre, s'il vous plaît. Je voudrais un peu revenir à chose, s'il vous plaît, permettez. Oui. Moi, je pense que nous parlons d'un pays qui représente près de 120 millions d'habitants, avec une population de 70 millions, avec une superficie de 2 345 000, près de 410. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que nous puissions danser autour des questions qui sont importantes pour notre pays. Tout doit revenir au président, mais l'insalubrité de la ville doit revenir au président de la République. Lorsque vous jetez le papier, moi en tout cas, peut-être c'est moi qui comprends mal les choses, mais je ne pense pas. Quand vous jetez le papier, est-ce que c'est toujours le président qui doit venir vous le dire? C'est lui moi, qui je pense, s'il vous plaît, moi je pense qu'il faudrait que nous puissions faire la part des choses. Je ne suis pas ni de votre camp, ni celui du président, je suis ce que je suis. Je pense qu'il faudrait que nous fassions la part des choses. Lorsque nous parlons aujourd'hui, actuellement, de la gouvernance, nous voyons également des acteurs qui sont citoyens. Ça veut dire non seulement qu'il y a le président de la République, non seulement qu'il y a les autorités, il y a aussi le citoyen du pays. La part de la population. Lorsque vous salissez, ce n'est pas vous, je parle comme citoyen en général, lorsque nous salissons les artères de la ville de Lubumbashi, c'est toujours le président qui les fait. Lorsque nous voyons les gens, excusez-moi, du peu uriner partout ici, c'est toujours le président. Donc, M. Jonas, excusez-moi de votre casquette d'opposants. Je vous réponds. Beaucoup, mais il faudrait que nous puissions faire réagir. Ouais.
Parce Voilà. que si nous devons toujours revenir sur le président, et là, moi, je suis normal, je pense que le président de la République a sa responsabilité. Au niveau de l'article 69, et tout ce qu'il en va avec, il a sa responsabilité. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, si les choses n'évoluent pas dans certaines provinces ou dans certaines villes, il ne faut pas quand même aller jusqu'à... Voilà, quand nous devons toujours... vous avez totalement raison. Oui. Mais C'est incohérent. quand on voit que la majorité des gouverneurs des provinces sont des l'IDPS, ça veut dire qu'ils partagent la même famille politique. La faute à celui qui est censé exécuter la tâche en province. Mais ce journaliste, C'est- l'IDPS n'est pas le gouvernement. C'est un parti politique. Voilà pourquoi j'ai dit, Voilà. quand je constate que la majorité des gouverneurs viennent de votre famille politique, qui est l'IDPS, je ne sais pas qui est l'IDPS, excusez-moi, qui est l'IDPS, tandis que c'est la famille politique du président de la République qui est en train de nous donner ses dirigeants. Et lui, d'office, il n'est pas président de l'UDPS parce que il y a incompatibilité entre la fonction du président de la République et président des partis politiques. C'est comme ça que le parti est géré par le secrétaire. Il n'est pas le président de la République. Le président de l'UDPS. Il n'est pas le président de l'UDPS, oui. Mais quand je suis en train de dire qu'il a ses représentants, les gens qui travaillent, c'est par exemple la maire de la ville, il est de l'IDPS. Voilà si la maire de la ville C'est le président de la République. si la maire de la ville n'arrive pas à bien faire son travail, nous donnons la faute à au maire de la ville. C'est ça, non? Maintenant, tandis que c'est le maire et le gouverneur ont été dotés par la famille politique du président de la République. Ça veut dire qu'on nous confie des gouverneurs en disant il est de l'Union sacrée, voilà, il va travailler, mais on constate dans 4 ans... Monsieur Jonas, alors quand vous jetez ou quand vous ne respectez pas le bien public, c'est la faute de qui? Vous, en tant que citoyen. Je fais partie de la population. Non, mais c'est ce que nous faisons partie tous de la population. Moi, la question, c'est de savoir, quand vous détruisez le bien public, c'est la faute à qui? Quand vous disiez, nous sommes un pays de 120 millions d'habitants. Mais ça veut dire, si vous n'avez pas la capacité de gérer ces 20 millions d'habitants, voilà pourquoi nous demandons la démission. Si vous êtes incapable de le faire, est-ce que vous, Jonas, aujourd'hui, si on vous nommait maire de la ville, vous allez faire mieux que ce que vous voyez? Oui, je peux le faire. Moi, je dis je peux le faire. Vous le dites comme ça, oui. Mais est-ce que concrètement, sur terrain, on risque de revenir dans la même chose? Monsieur Ben, je constate, permettez-moi aussi de rebondir sur cette petite parenthèse. Un peu rapidement, comme ça on va évoluer avec le débat. Oui. S'il vous plaît, expliquez-nous, je m'adresse à mon confrère de gauche, que signifie le chef de l'État et les garants de la nation dans mon temps de la parole. Parce que j'ai comme l'impression que pour vous, la gloire, elle a plusieurs paires, comme on l'a toujours dit. La gloire, c'est-à-dire la réussite a plusieurs paires. Mais que vous soutenez que la chute, la honte, la faiblesse, elle est orpheline. Quand tout ce que nous sommes en train de voir se réaliser, même quand l'INSS construit un hôpital sur la route Kassenga, va inaugurer. Là, on vous dit, c'est la gloire du chef de l'État. Mais quand un hôpital est détruit sur Brondo, quelque part là, on dit non, c'est pas le chef de l'État. La population n'est pas civilisée. Je pense qu'il faut faire la part des choses quand on vient sur un plateau de télévision. Le Sud Kivu et le Nord Kivu sont aujourd'hui pris en otage par l'étranger, par le Rwanda et l'Ouganda aussi. Vous voulez me dire que ces provinces-là n'avaient pas de gouverneur, n'avaient pas de maire de ville ou de maire de la ville? Elles en avaient, ces provinces-là. Elles en ont encore. Actuellement, on parle de gouverneur militaire. Non? Oui, je vais dire ceci. Comme il dit, si vous voyez que vous n'avez pas un cerveau capable de gérer plus de 120 millions d'habitants, ne postulez pas à la présidence de la République. Et puis, qui fait le casting? Qui impose avec qui vous allez travailler? C'est vous-même, c'est son cabinet. Et donc, s'il vous prend, vous, il vous met à la mairie de la ville de Lubumbashi, je sais que probablement il a trouvé en vous des valeurs, il a trouvé en vous la compétence. Si vous défaillez, vous délinquez là-bas. Mais la responsabilité lui incombe. Et si vous réussissez au poste qu'il vous a placé, la gloire lui revient également. Donc il n'y a pas péroraison. C'est pourquoi lui, il est en train de marteler sur le fait que le président de la République doit démissionner. Et puis c'est constitutionnel. Ne faites pas comme si la Constitution ne reconnaît pas qu'un président... L'opportunité de cette initiative par rapport au contexte que le pays est en train de traverser. Il a failli à sa mission
Ça, c'est un. Ça, Il n'a pas protégé l'intégrité de notre territoire. Mais aussi, on constate qu'il est en train de combattre la Constitution. Mais c'est la Constitution qui lui donne les titres, les pouvoirs, les avantages, tout ce qu'il est là. C'est à cause de la Constitution. Mais quand tu dis Tokata, Tobuka, Tupasoule, mais commence d'abord par quitter là. Qui a dit ça, monsieur? Mais écoutez, mais quand lui, il combat la Constitution, quand il dit tu y touches, attends que mêle. Après, tu y touches. C'est ça. Parce que tu ne peux pas dire tu touches Constitution, tu utilises les véhicules, la couverture, la protection de la présidence, les GIR, tout ça. Mais tu entres. Mais ça, c'est quand même dans quel pays que nous sommes? La merde des Tigres, pas désirer la non, il n'y a pas. Nous ne sommes pas fâchés. Hein? Okay, il faut bien le dire. Mais c'est quand même révoltant de constater qu'un président de la République qui prête serment... Vous n'allez pas faire la révolution sur ce plateau quand même. Non, ce n'est pas question de révolution. Le peuple, il est déjà révolutionné. Pour ne pas vous retrouver comme ceux qui sont en dehors du pays. La majorité. Parce que nous avons vu Ejiba avec 50 personnes au palais du peuple. Non, mais quand même. Il n'y avait pas de restrictions. Il n'y avait pas de liens, comment on dit, immuables, des liens qu'on ne peut pas, des liens immuables. Mais quand l'opposition dit, on dit, hey, là on n'arrive pas. Nous avons vu les voyous de la force de progrès chez les prêtres. Vous voyez, on n'a pas oublié, vous avez oublié le principe de l'inviolabilité. Ce ne sont pas des voyous que vous avez vus quand même. La force de progrès, c'est une milice. Il ne faut pas encourager cela. Parce qu'ils tuent, ils violent, ils font du n'importe quoi. La sécurité de notre pays, elle est assignée. C'est la responsabilité de l'armée nationale que je respecte et que je salue. Je ne peux pas vouloir qu'une milice d'un parti politique puisse s'approprier le droit de commencer à torturer. Et vous affirmez des choses que vous ne saurez peut-être pas faire. Non, écoutez, soyons sûrs que la sécurité, elle est quand même le domaine, l'apanage de l'armée nationale. S'il y a des jeunes gens qui se mécomportent, on doit les neutraliser. La loi doit être égale pour tout le monde. Vous avez vu qu'il y a une plainte qui a été déposée, non? Dans ce oui, sens-là pour recadrer. Parce qu'aujourd'hui, quand il s'agit de l'opposition, la justice, elle est rapide. Mais quand il s'agit des gens qui sont là-bas... La plainte a été déposée contre les prétendus membres de la force Essayons d'en parler, s'il vous du plaît. progrès. La force de progrès, c'est un département ou une sous-branche de l'IDPS. Mais qui porte plainte? L'IDPS porte plainte contre elle-même? C'est ce que vous êtes en train de soutenir? C'est comme un père qui porte plainte à son fils. Mais non, soyons sérieux. Quand Augustin Kabouya passe dans une matinée politique, en plein jour, il dit les jeunes de l'UDPS vont toucher aux armes, vont porter les armes. Le monde entier, et vous n'avez pas su ça? Vous n'avez pas écouté cela? Mais aujourd'hui, on cherche les forces de progrès où? Mais ils sont là. Leur chef numéro 1, il est là. Mais pourquoi non. Mais c'est alors la justice. Revenons au dernier point sur ce point, en fait, sur ce sujet, c'est concernant le dialogue, Jonas. Selon vous, ce dialogue, s'il arrivait que le gouvernement en place se mettait d'accord avec l'opposition pour le dialogue, ça sera avec qui? Pour que cela soit clair, il faudrait que l'opposition non armée participe et même le rebelle en question, le chef des rebelles doit aussi participer. Parce qu'on ne peut pas dialoguer, on peut dialoguer avec Fayoul aujourd'hui. Mais Nanga continue encore d'attaquer et de tuer. Donc cela ne va pas encore apporter des solutions. Mais si on arrive à parler avec tout le monde, à parler avec Nanga, à parler avec la personne inclue dans cette affaire pourquoi il attaque, pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait ceci. On met les avantages et les désavantages, on conclut pour trouver la meilleure solution. Nous ne voulons pas déficit qui est non. Donc tout le monde doit être là. Un dialogue inclusif avec tout le monde. Inclusif. Nanga, Kabila également. Moi, si on demande les dialogues aujourd'hui, sans toutefois aller au Burundi, moi j'accepte. Aujourd'hui, on peut même dire au président Jean-Marc Kabunda, rentrons au pays, on va discuter entre Congolais. Eric Kaloumuna, le dialogue national que nous, peuple congolais, réclamons, que les docteurs Mukwege, que Fayoulou et les autres nous sommes en train de demander, c'est un dialogue national inclusif. Inclusif, pourquoi? Parce que nous voulons récupérer la partie de notre territoire qui est occupée par les rebelles. Il y a certainement nos compatriotes, nos frères qui ont trahi la nation, ils ont pris des armes contre leur propre pays. Nous ne les encourageons pas.
Et nous voulons que ces dialogues ne soient pas une blanchisserie. Une blanchisserie politique, c'est-à-dire que après avoir tué, vous avez vu quand ils ont pris Goma ce qu'il y a eu, après avoir violé tout ça. Avec des massacres qui continuent. Voilà, qu'ils puissent dire non, maintenant les dialogues vont venir nous laver, on va porter des vestes, on sera ministre, on sera tout ça. Non, nous ne sommes pas pour ces dialogues-là. Nous sommes pour un dialogue dont l'objectif est de réunifier notre pays. Des différends entre nous, on doit en parler. Mais celui qui a volé l'argent de l'État, hein, qui a détourné au gouvernement là, c'est lui qui a tué Akende Bouloko. Après le dialogue. Après les dialogues. Okay? Donc les charges détenues contre les uns et les autres ne doivent pas être pardonnées. Vous comprenez? Parce que si nous continuons à prendre les dialogues comme une blanchisserie politique, nous n'allons pas terminer, nous n'allons pas mettre fin au cycle de violence et de guerre en République démocratique. C'est depuis les années 1996, 97, 2000, 2002, 2006 qu'il y a des mouvements, des rébellions qui changent simplement de nom chaque année, thématiques nouvelles, tout ça, non nouveau. Il y a aussi ils espèrent des anciens chefs rebelles qui sont actuellement au gouvernement. Au gouvernement. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de dire. Quand vous lisez la lettre du docteur Denis Mukwege adressée au président de la République le 30 juin dernier, il lui dit « Moi, docteur Denis Mukwege, je suis venu à Kinshasa vous rencontrer. J'ai insisté sur le fait que vous devriez demander que le Congo puisse demander des poursuites internationales, c'est-à-dire un tribunal pénal international pour les crimes, les massacres commis au Congo, mais vous ne l'avez toujours pas fait. Moi, je comprends pourquoi le président Félix ne veut pas qu'on ouvre ces placards-là, parce qu'à sa gauche ou à sa droite, je ne sais pas, il y a Jean-Pierre Bemba qui risque aussi de tomber ou de couler. Il y a Mbosso qui a aussi été dans la rébellion. Il y a l'ancien ministre de la Communication, Lambert Mende. Ce n'est pas seulement même ça. Chez les opposants, oui, même chez les opposants, chez Délice Sanga, vous voyez. Et donc, c'est la proposition du docteur Denis Mukwege, à mon avis, qui semble plausible. Parce que si on doit arrêter ce cycle de violence, de guerre en République, on doit insister sur le respect de la justice. On ne doit pas écarter la justice dans la recherche de la solution. Sinon, chercher une solution tout en effaçant les péchés des uns et des autres chaque année, chercher la solution tout en excluant la justice, ça va faire qu'à ce que les gens commencent, s'en habituent d'ailleurs, et puis ils vont commencer à reprendre les mêmes chemins des armes parce qu'ils savent que 2 ou 3 ans après, leurs fautes, leurs faux faits, leurs crimes seront pardonnés. Et donc, nous sommes prêts pour un dialogue, pour recouvrir l'intégrité de notre territoire et que chaque traître, d'où qu'il soit, parce qu'au gouvernement aussi il y a des traîtres. Vous avez vu monsieur, c'est qui était chez le président, et puis un bon matin, il est passé de l'autre côté. Vous voyez, son nom m'échappe tout simplement. Et donc, même du côté gouvernement, il n'y a pas seulement de noirs, il n'y a pas seulement de blancs. Il y a aussi des fautifs là-bas. Tout comme de l'autre côté des rebelles. Il a aussi parlé. Si dans la société civile, j'estime ou je sous-tends, si dans la société civile, il y a aussi des traîtres, qu'on puisse ramasser tous ces traîtres sans état d'âme et qu'on les mette à l'endroit approprié. Comme ça, nous répartons un Congo nouveau, un Congo axé sur la justice. C'est ça notre démarche, c'est ça notre souhait et puis le sang de nos compatriotes qui coulent pendant plus de 30 ans, on ne doit pas marcher dessus seulement comme ça. Soyons quand même sérieux. Ceux qui sont morts ont besoin d'une justice. Les victimes, il y en a qui ont des bras cassés, il y en a qui ont tout perdu. Si on doit dire que Binaïcha Pakatou Ivi, je pense que ça ne peut pas être correct. Gloire Kawaya, en 30 secondes. Moi, j'invite, moi, je préfère un débat, un dialogue franc et sincère. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il faudrait que ça soit un moyen, une brèche, une passerelle d'écoute, mais aussi d'apporter des solutions. Vous savez, la Constitution, son article 187, dispose et reconnaît que l'armée ou les FARDC ont comme mission de nous donner la paix ou nous donner la sécurité. Ce n'est pas l'apanage du dialogue, vous voyez au fond. Moi, je crois qu'à ce niveau-là, il faudrait que nous puissions être cohérents. Si nous devons parler aujourd'hui du dialogue, il faudrait nous apporter des acteurs qui sont concernés par ces dialogues et qui pourront justement, après ces dialogues, nous apporter la paix et être sincères envers la République. Et le dit dialogue sera organisé par qui? La CENCO et les CC? On m'a posé une question tendancieuse par M. Eri de parler du garant de la nation. À ce niveau-là, vous le reconnaissez maintenant. Je crois que c'est le président de la République qui doit organiser ces dialogues-là, en toute sincérité.
Vous voyez, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas être participant et être la Non, non, le dialogue n'est pas dans la Constitution. Il n'est pas constitutionnel. Ne sera-t-il pas Il ne peut pas être jugé parti. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis en train de dire, c'est le président de la République, je réitère, c'est le président de la République, mais ce dialogue doit être encadré par les églises, par exemple. Vous voyez, ou encore par la société civile. Ça, c'est Les églises qui sont actuellement divisées non, parce que si nous devons regarder d'une part, de l'autre côté. Monsieur Bensim, nous devons regarder les accointances des uns et regarder aussi les préférences des autres. Moi, je crois que nous allons rester sempiternels sur cette question-là. Aujourd'hui, nous faisons face à un problème. C'est un problème qui est sécuritaire, c'est un problème qui est même institutionnel. Si je peux encore taper fort, c'est un problème qui est aussi politique. Et c'est de l'urgence, en fait. Je crois qu'ici, le président de la République sera dans ces dialogues, les acteurs majeurs seront dans ces dialogues. C'est un invité. Bon, ajoutez qu'il vous plaît. Participant. Il est également votre président. Donc, je disais que le président ou encore tous les concernés doivent y être. Vous voyez au fond. Parce que, en fait, ce dialogue, d'ailleurs, moi, je crois que ça ne doit pas être une gloire pour nous ou une gloriole de parler toujours du dialogue. Aujourd'hui, la jeunesse est perdue. Nous avons près de 70 millions de jeunes, mais il y a près de 30 qui ont du boulot et les 40 font quoi dans la rue. Vous voyez au fond. Donc, quand nous devons parler du dialogue, il ne faudrait pas le prendre avec beaucoup de légèreté. Vous voyez, c'est une grande question. Moi, je crois que ça doit être la première et la dernière. Si je peux La dernière fois d'organiser ce dialogue. Exactement. L'urgence, une autre urgence en RDC, c'est cette situation de Moanda. Je vous laisse suivre l'un des responsables de l'ICCN, bien sûr. Pour ce qui concerne la baleine, c'est-à-dire bannière, comme nos amis Kiro, la baleine qui s'est échouée, bien sûr, sur la plage dans des circonstances très compliquées, les secours n'ont pas pu sauver, bien malheureusement, la vie du cétacé. C'est une nouvelle tentative qui a échoué. Oui. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, c'est toujours le problème de matériel. La grippe qui est venue n'avait pas d'autres outils qui devaient prendre les deux côtés. Alors, comme on n'a pas réussi à tirer les deux côtés, nous attendons une troisième tentative et qui on va utiliser la grille de la province ou encore celle-ci bien aménagée et bien préparée qu'on réussisse l'opération. Quel est votre message à la population de Moanda? Bon, je peux réitérer le même message pour dire on interdit aux gens de toucher l'animal, on interdit aux gens d'imaginer des contacts avec l'animal puisque nous ne savons pas qu'est-ce que cet animal peut nous amener. Et moi et eux, c'est pour des raisons de survie que nous sommes en train de donner ce message, puisque nous voulons que la communauté de Moanda puisse continuer à vivre et à survivre longtemps possible. L'animal ne sera pas partagé dans chaque ménage. En tout cas, je veillerai jusqu'à la dernière minute pour que ça ne soit pas partagé et personne ne mangera cette viande, puisque les gens trouvent une viande, mais moi je vois une espèce qui doit être protégée. L'équipe a été renforcée aujourd'hui par le VPM de transport et voies de communication. Une satisfaction pour vous? Très satisfait de voir le gouvernement central s'impliquer dans le dossier. Et je pense que par là, je peux dire que ce n'est pas un échec, mais c'est juste un moment de changer les stratégies pour qu'on voie comment réussir cette opération. Je vous rassure que ça réussira et le VPM nous a rassurés de cette réussite. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez suivi, une scène qui malheureusement est arrivée pendant que la RDC jouait contre l'Angleterre. La RDC est éliminée par l'Angleterre et à Moanda, la population est en train de jubiler de voir pour la toute première fois une baleine, Jonas Mbouya. Malheureusement, les secours n'ont pas pu faire grand-chose. Oui, c'est pour la toute première fois que nous voyons la baleine au Congo. Mais je suis déçu quand même du travail que l'ICCN a fourni, puisqu'on devrait faire les choses en urgence pour trouver des solutions. Leur mission, c'est aussi la conservation de la tire. Ça veut dire que la baleine doit être immédiatement protégée, soit de lui faire rentrer dans... C'est ce qui a été fait, non? Ça n'a pas encore fait. Ça n'a pas encore été fait, parce que la baleine a été proclamée morte, et puis... Elle est ressuscitée, curieusement. Voilà pourquoi. Jusqu'à preuve du contraire, en fait, c'est tout le monde qui donne son info par rapport à... Sur ce que moi je vois, l'ICCN nous interdit de toucher juste la baleine. Mais si c'est que les enjeux qu'on a amenés pour évacuer, faire entrer la baleine dans l'eau,
Je ne vois pas de grandes choses. N'y a-t-il pas de danger, par exemple, en touchant la baleine? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas si l'animal est souffrant, atteint par quelle maladie. Est-ce qu'il y a des fortes chances que peut-être que... Parce qu'aujourd'hui, vous voyez avec Ebola qui est parti... non, plutôt pas Ebola, monkeypox, sorti de l'animal vers l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, en allant toucher la baleine, on ne risque pas de contracter certaines maladies qui pourraient encore être graves? Oui, ce que moi je condamne en avance, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à protéger l'animal même en question, la baleine. Mais pour dire vrai, c'est certain, on ne sait pas ce que la baleine souffre, il doit avoir les maladies, tout comme ça. Ça, ce sont des raisons. Mais pour l'ICCN, il devrait trouver des solutions rapidement. Soit évacuer la baleine, soit lui faire rentrer dans l'eau. On ne sait pas bien, on est quand même surpris. C'est la première fois, là, on ne va pas beaucoup condamner. On ne va pas condamner. Une première expérience. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de trouver des solutions au plus vite possible. Quand j'ai vu les ministres des Transports aller sur le terrain, moi, je me suis demandé qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas. Non, c'est même ça l'urgence. L'urgence est Eric Alumuna. Le gouvernement a quand même dépêché des personnalités pour essayer de trouver une solution. Il peut être là ou ne pas être, mais envoyer des experts dans ces domaines pour trouver des solutions. Et s'il en était un expert, par exemple, dans quel domaine? C'est ce que moi j'ai demandé. La solution était d'envoyer les experts dans ces domaines que d'envoyer Jean-Pierre Mbemba. Des experts accompagnés par les membres du gouvernement. Le gouvernement doit se faire représenter. Combien de jours après? Bon, de toute façon, nous attendons les résultats puisque nous avons donné confiance à l'ICCN et tous les gens concernés sur ces dossiers. Le plus vite possible, c'est de trouver la solution puisque au Congo central, c'est quand même un coin aussi compliqué. Le peuple peut aussi manger cette baleine, puisqu'on voit que des ou quelques policiers là-bas, est-ce que ça sera comment si la baleine arrive à perdre sa vie et comment on va faire? Mais nous demandons que le gouvernement fasse le tout possible de trouver une solution pour la population, puisque je vois les gens sont criés. Mobilisés pour récupérer la viande, curieusement. Alors qu'il y a ceux qui pensaient que peut-être s'il arrivait que la baleine mourait sur ce lieu, il faut carrément en faire un musée et tout, oui, voilà. C'est une source d'entrée touristique, par exemple. Ça peut permettre, c'est que, au moins, si un Congolais a besoin de voir la baleine, il peut se rendre à Mwanda. Elle va pourrir. Ne fût-ce que, à défaut de l'embaumer, au moins on peut avoir le squelette Siana. Non, d'abord, ce n'est pas la meilleure solution, M. Ben. Merci beaucoup. Ce n'est pas la meilleure solution. Les gens sont affamés. Parce que les gens m'ont dit que non, carrément, la solution, c'est de bouffer. C'est de bouffer, non. Surtout que c'est venu les jours du match. Il a quelle maladie? Voilà pourquoi nous disons il faut trouver des solutions. Ce n'est pas permettre à la population de les toucher. Ça, c'est bien quand même d'interdire les gens, puisqu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a fait aux baleines d'être dans ces les circonstances de l'échouage? C'est ce que moi, je me demande. Eric Alumuna. Merci beaucoup, Monsieur Ben. Vous voyez que nous avons toujours insisté sur la nécessité de construire un système, que ce soit dans les domaines de défense, un système très fort et solide, que ce soit dans les domaines de sécurité, domaines économiques, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie nationale. On doit faire à ce que notre pays soit vraiment à la hauteur, ses services soient à la hauteur. Voir qu'un baleine s'est échoué sur les côtes de l'Atlantique, oui, c'est une première chose, mais une première. Une première, oui. Pour la RDC. Mais cette réalité est venue mettre à nu l'incompétence de notre système, l'incompétence de nos services. La baleine est arrivée vivante. Elle était en détresse. Et les services en ont témoigné la véracité, ils ont dit cela. Mais alors, si la baleine n'a pas su être sauvée pendant la journée, toute la journée, et qu'autour de 19h, on puisse annoncer qu'elle est décédée, elle a cassé la pipe, si on peut dire ça, c'est-à-dire que les services adéquats ont montré leur incompétence. Et quoi? Pour moi, c'est pas. Est-ce que ces services. Et pour moi, ce n'est pas. Le fait de lui tirer avec des engins, vous pouvez même. Non, mais vous avez parlé qu'il est décédé, donc la mort ne peut plus exister parce que c'est une baleine. Monsieur. Je vais y arriver. Pour moi, ça ne m'étonne pas.
Parce que si déjà la Constitution qui nous dit que la vie humaine, elle est sacrée. Non, l'article de la Constitution qui nous dit que la vie humaine, elle est sacrée. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir, tous les services de l'État, ont d'abord pour obligation de sauver les vies humaines. Alors, Mwangari, il n'en arrive pas. Il ne nous protège pas, nous, les êtres, les semblables. Que dire la baleine? Voilà là où je voulais en venir. Donc, la baleine là dans l'eau, Benja qui va mon chaîne de couler. Couler ville, ça c'est nous parlons la position de l'opposition. Non, ça c'est un fait divers dont nous parlons et qui pour la première fois est arrivé. Oui. Et alors pour que même la nature puisse témoigner, certifier de l'incompétence de nos services, à cette manière de Konyangari. Si tu reviens vivant, alors on va dire que le Congo va bien. Finalement, la baleine n'est pas rentrée et voilà, on a donné raison à l'opposition. Pourquoi, par exemple, on voit la baleine a un corps nu, entièrement nu. Mais quand on voit les engins qui sont mobilisés pour l'aider à vivre... Je pense que Michel est en train de nous chercher les images on se pose la question. L'engin là, c'était pour Imupasule Ntumbo ou bien pour Kumuleta Kilonda. Et puis, la première des choses, selon mon entendement, aussitôt que cet animal a été répertorié, a été vu là-bas, c'est d'abord l'ICCN qui devait mobiliser ses équipes pour aller savoir quel est le problème. L'animal est malade, l'animal a été blessé parce que, par exemple, avec la navigation, peut-être qu'un bateau pesant l'a blessé dans les eaux profondes et l'animal se sentant peut-être mal à l'aise a dû recourir à la plage. Vous voyez. Et surtout, il faut revenir, il faut savoir que j'ai été à Kalemi pendant beaucoup d'années. Les grandes eaux, les eaux profondes ne retiennent pas des petits poissons. Non, ne retiennent pas des organes presque morts. Je vais m'expliquer. Quand vous voyez sur le lac Tanganyika des poissons qui sont morts, il faut s'en méfier. Parce que très souvent, c'est soit un poisson qui a été pêché, on l'a tué et puis on l'a jeté dans l'eau. L'eau renvoie sur le littoral. Okay? Tout ce qui n'est pas vivant, les déchets. Et puis, si un animal est malade, là, l'eau doit l'évacuer. Alors je pense que aussitôt que l'animal a été répertorié là, retrouvé là, l'équipe de l'ICCN devait d'abord savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il est malade, il est vieux, il a connu un accident, et après ça, on pouvait savoir comment faire. Soit on va les soigner, soit on va les retourner dans l'eau, soit on va peut-être, comme vous l'avez dit, que c'était un jour de fête nationale à l'occasion du match RDC à Angleterre. Je sais qu'on a perdu, mais quand même, il faut féliciter nos fauves. Ils ont fait un bon match. Pour la première fois, pour vous. Mais non, écoutez, nous ne sommes pas une mauvaise opposition. Nous savons que nous avons perdu contre l'Allemagne, mais à un bon score. Et puis on a mené pendant plus de 60 minutes, on était presque qualifiés. Et puis c'est pour la deuxième ou la première fois, depuis, vous voyez, la deuxième par rapport à l'histoire. Mais on a bien joué. Ce qu'on peut recommander dans ces domaines-là, c'est que le gouvernement doit maintenant tirer des conclusions. Les joueurs qui sont là, ils n'évoluent pas sur le plan local. Il faut financer les championnats locaux, les championnats nationaux. Je pense que je ferme cette parenthèse. Oui, parce que sinon Michel Mbayo allait carrément demander de vous inviter dans Tempo Sport. Merci beaucoup. Oui. Rentrons à la baleine. Et donc, le fait qu'ils aient échoué de lui sauver la vie, ils ont échoué. Et la question qu'on va leur demander, pourquoi on vous paye ? Parce qu'ils reçoivent l'argent. Mais ça c'est un cas de l'environnement. C'est un cas d'urgence. Ça c'est un cas d'urgence. Non, il faut aussi les mettre devant les responsabilités. Tantôt vous étiez en train de dire que le président de la République ne peut pas porter seul les fardeaux. Bon, maintenant la baleine est morte. Vous ne voulez pas qu'on fasse porter le président de la République. Non, j'ai dit, vous ne voulez pas qu'on fasse porter les chapeaux, les fardeaux au président de la République. Vous ne voulez pas encore qu'on fasse porter les chapeaux au ministère de l'Environnement. Finalement, vous voulez quoi? Soyons quand même sérieux. Le ministère de l'Environnement doit être à la barre et on doit dire qu'ils ont échoué parce que regardez, l'animal que vous êtes en train de voir, chers spectateurs, est-ce que vous êtes on est en train de les tirer avec les cordes. Non, soyons sérieux. Est-ce que vous êtes sur ces plateaux, êtes-vous expert dans ces domaines? Non, monsieur, les experts qui ont été envoyés. Vous avez fait plusieurs études, moi je suis conscient de cela, mais vous n'aviez pas fait ça. Donc, ça veut dire au fond que vous êtes incompétent de juger sur ces dossiers. Voilà. Oui, mais comme analyste, nous sommes en train de voir les engins qui sont mobilisés. C'est juste une vidéo.
On n'a pas vu de bateaux, de pirogues d'intervention rapide. Est-ce que vous avez descendu, Un animal, vous voulez avec un animal de plus de 10 tonnes qu'on amène une pirogue là-bas? Non, pourquoi le faire? gouvernement de la République... Avec les faits qu'on voit là, on ne voit pas la solution. Le gouvernement de la République nous a parlé de l'achat des bateaux de pêche. À Moine. Est-ce que vous êtes descendu? C'est le moment de faire, le moment de nous dire qu'en est-il. Makuta ma bateau de pêche parce que dans ce domaine-là, il s'agit de la pêche, n'est-ce pas? On devait voir des engins, des engins lourds dans le domaine de la pêche qui devaient venir. Parce que, écoutez, Monsieur Eri, il y a une institution publique, je rappelle l'ICCN, Institut Congolais pour la conservation de la nature. Oui. C'est une institution qui est chargée de conserver la nature dont nous sommes en train de discuter ici. Vous n'êtes pas parti au Congo central, à moins que vous soyez extraterrestre. Nous sommes avec vous ici. Vous non plus. Non, exactement, je suis convaincu de cela. Nous sommes ici. Donc, si nous devons juger la question de la baleine, est-ce que pour juger cette question, il faudrait être de l'opposition? Non. Nous ne sommes pas de l'opposition. Non, s'il vous plaît, si nous devons remettre le point sur quand on vous dit les négatifs, quand on vous montre ce qui ne va pas, vous collez directement la casquette. C'est ce que vous aviez fait ici. Tu es opposant. Non, je dis ceci. Je répète. Mais c'est Ben, pourquoi la majorité décline la responsabilité? Ça n'a rien à voir. La question de la baleine n'a pas de... Vous déclinez les responsabilités. Ça n'a rien à voir avec opposition, majorité. L'affaire que nous sommes en train de voir relève de la pêche, rapidement, parce qu'on du ministère de l'Environnement et du ministère de la Pêche. Vous n'êtes pas le mieux placé ici, monsieur. On voit des engins routiers nous sommes en train dans l'eau. On vous a parlé c'est ça le développement. 8 ans après. On vous a parlé de la tonne de la baleine. C'est près de 10 tonnes. Oui. Vous savez, nous ne parlons exactement. Nous ne parlons pas ici d'un poisson, je ne sais pas. D'un poisson, d'un requin. Vous voyez un peu au fond. Nous sommes en train de parler des choses de la baleine. De la baleine. Oui. Vous voyez. Et la question, s'il vous plaît, monsieur. Elle est géante. Et la question de la baleine n'a pas de d'appartenance politique. N'a pas de Mukwege. Vous voyez. Elle présage. Elle fait voir. Je parle, cependant. La situation dans laquelle vous voyez des chaînes comme ça. Ça va mon Dieu, monsieur Eri, vous êtes humain, vous n'êtes pas parti au Congo central. Nous devons le dire. Personne ici. Nous tendons également vers la chute, donc prenez... le mal à patience. Et donc moi je pense que ici, si nous devons analyser la question, c'est une grande question, c'est une question je pense même épineuse. C'est que ça vient rappeler à chaque ministère son rôle. Voilà. Vous citez aussi la question de la responsabilité. Exactement. C'est ça que du ministère dont nous parlons. Monsieur Eri, je peux parler. C'est ça aussi la démocratie, et puis vous allez condamner le gouvernement. Et donc je disais, ça vient rappeler cette situation, la responsabilité de chaque ministère par rapport à la survie de la population. D'accord. Vous avez parlé ici de la vie. Que le président de la République ou même la Constitution prévoit la sécurisation de la vie humaine. Oui. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aurait plus de mort. Oui, les morts naturelles. La mort est inhérente à tout être humain. Les morts naturelles ou un décès naturel. Donc, voilà, pareil par rapport à ces cas, ça demande des crispations. Vous voyez, des études, une étude d'ailleurs approfondie. Est-ce que vous les avez faites? Mais j'ai suivi minutieusement. Aujourd'hui, l'ICN a dit qu'il allait, d'abord la première des choses, il a demandé à la population de ne pas s'approcher, premièrement. Deuxièmement, de ne pas consommer. Troisièmement, d'éviter tout contact. Vous voyez, et il a demandé par la suite qu'il nous fournira dans les jours qui suivent un rapport approprié. Donc il faut attendre, il y a des études qui seront faites. Aujourd'hui de discuter ou d'épiloguer sur ces dossiers-là. Monsieur Ben, vous avez vu que on a pris l'habitude dans ces pays de mettre dans les tiroirs ou de classer des dossiers. Non, ça ce sont les ondits. Non, s'il vous plaît. Ce sont les ondits. Un avion transportant le ministre des Mines s'était écrasé là-bas, ici. Les mines, oui. Vous voyez, un avion. Et on nous avait interdit de critiquer parce que c'était un accident naturel, sous prétexte qu'on est parti étudier, on va nous donner des conclusions. À combien de mois aujourd'hui? Mais écoutez, monsieur, nous sommes en train de parler d'un avion. Vous voyez, il faut quand même positiver les choses. C'est leur stratégie de faire endormir toujours la vigilance de la population. Comme à Kintu qui n'a pas pitié. L'incompétence mise à nu, on dit non, soyez calme, nous allons vous montrer les résultats dans les mois, dans les jours, espérons quand même. Nous aurons voulu que cet animal ait la vie sauve. Parce qu'il y a un ministère, il y a des services qui sont là pour cela, ils sont payés chaque mois. Et donc, comme ils ont failli, ça nous montre que, en tout cas, les hommes, les humains ne sont pas protégés, les animaux ne sont pas protégés, les poissons ne sont pas protégés, les routes en détresse ne sont pas protégées, les arbres, les oiseaux n'en parlons même pas. C'est pourquoi nous appelons à construire un État solide, assis sur des systèmes, des services
solide et pas sur des individus ou des individualités dire que tel est venu merci Eri. Sauver l'animal qui était déjà parti. Merci Eri, mais commencez d'abord par protéger vous-même l'environnement dans votre milieu naturel. Oui, et c'est par là qu'on parviendra. Ça, non, nous le faisons toujours. Parce que Docteur Denis Mukwege comme quelqu'un, un champion dans la santé. Non, un champion dans la santé, s'il vous plaît. Il nous demande toujours de vivre dans un environnement sain, un environnement propre pour éviter la maladie ou des maladies. Et pour vivre, cela, nous le disons aussi à la population, c'est une très bonne leçon. Vous voyez que la population a sa responsabilité dans ces cas. Oui, mais il y a un ministère de la jeunesse, un ministère de l'éducation la population, nationale. on ne parle pas du ministère. Non, c'est-à-dire qu'on doit mettre à la tête des ministères des gens qui vont venir appuyer notre volonté. Vous voyez, la volonté du peuple et non pas la volonté de l'opposition. Moi, personnellement, Eric Alumuna, ceux qui sont mes voisins le savent. Je me suis mis à un exercice où chaque semaine, je me donne l'obligation personnelle. Il y a un samedi ou un jeudi, comme selon l'horaire, je commence à ramasser les bouteilles devant, sur notre rue, là devant. Oui, merci beaucoup, vous pouvez demander, ceux qui me connaissent, et puis depuis longtemps. Mais qu'est-ce que je constate? Quand certains me voient dans cet état en train de ramasser, ils se posent la question. Vous êtes fou. Ou comme Mujima, vous voyez? Mais donc, il y a une faille de la responsabilité de l'État. Ceux qui excellent dans les bons, du bon côté, on ne les encourage pas. Du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire, on ne les encourage pas. Ensuite, et donc, malheureusement, il faut des ministères, par exemple celui de la jeunesse, celui de la éducation, bonne citoyenneté et tout ça, pour commencer à appuyer les bonnes volontés parmi les compatriotes. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est pas seulement moi. Il y a aussi des gens comme ma Brondo Koulé, ma quartier, ma Golf, oui, qui ont l'envie de travailler pour le pays, mais ils ne sont pas encouragés, on se moque d'eux, et puis leurs talents faiblissent. Mais que chacun commence par entretenir d'abord son environnement, c'est par là qu'on saura qu'il n'y a pas d'environnement sans nous. Fin de cette émission d'analyse et débat sur votre chaîne. Nous avons parlé tout au long de cette émission d'analyse et débat de la manifestation de l'opposition qui a été reportée pour le 22 juillet. Et en deuxième position, un mot a été placé sur la baleine échouée sur la plage à Moanda. Merci Eric Alumuna, merci Gloire Kawaya, merci Jonas Mbouya pour la disponibilité. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs, pour l'attention que vous avez accordée à cette émission. InfoScanner revient le week-end prochain avec d'autres sujets et bien sûr d'autres invités.